Droit devant, regardez. C'est un groupe d'antilopes, des cobus mâles. Faisons le moins de bruit possible pour qu'on puisse s'approcher d'eux. Et regardez le buffle là-bas. Oh, il est gros. Au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, le Rwanda a misé sur le tourisme animalier haut de gamme pour se développer. Entrée à une centaine d'euros pour les étrangers, activités payantes et hôtels de luxe. Depuis 2010, le parc de la Kagera a été confié à une ONG sud-africaine, African Parks, connue pour sa gestion commerciale de l'environnement et ses méthodes d'inspiration militaire. À l'échelle du continent africain, la Kagera est devenue un exemple de commercialisation de la nature et une réussite économique aux yeux de l'Agence de développement du Rwanda. En 2010, nous ne générions pas plus de 200 000 $. Aujourd'hui, le parc rapporte presque 5 millions de dollars. Au nom de la défense de la faune et de la flore, African Parks, le WWF et bien d'autres organisations appliquent le même modèle. Mais derrière ces succès se cache une tragédie invisible pour les touristes. Des territoires immenses se retrouvent vidés de leurs habitants originels. Déplacés des forêts du Congo ou des plaines du Kenya, ces populations vulnérables se retrouvent souvent aux portes des parcs, à regarder les visiteurs passer. Je suis très triste. Ils prennent juste des photos et ils s'en vont. Ils payent pour voir des animaux, mais nous, ils ne nous donnent rien. Face à ces injustices, de plus en plus d'activistes s'élèvent contre ce qu'ils appellent des réserves forteresses. Ce défenseur de l'environnement kényan dénonce même une forme de colonialisme vert. L'instrument le plus efficace pour s'accaparer une terre en Afrique est le rhino. Vous le mettez quelque part et on vous donne un permis pour clôturer cette terre. Et on vous donne un permis de port d'armes pour tirer sur n'importe qui s'approcherait. Et on vous donne même des subventions pour maintenir votre contrôle sur ce territoire. Aujourd'hui, la protection des animaux n'est plus le seul prétexte pour expulser les populations locales. Ces écosystèmes peuvent désormais générer des crédits carbone et potentiellement rapporter des dizaines de millions d'euros. Enquête sur un modèle de gestion de la nature où le vrai roi du règne animal semble être devenu l'argent. Longtemps chassé pour sa corne, il ne resterait que 5000 rhinocéros en Afrique. Au Rwanda, l'espèce avait disparu au cours des années 2000, mais African Parks a fait venir 48 spécimens d'Afrique du Sud avant de les relâcher dans la Kagera. Une opération à 2 millions d'euros sur laquelle ses gardes veillent quotidiennement. Ce sont des marques laissées par des rhinocéros noirs. Les rhinos se sont nourris ici. On dirait qu'une machette a coupé cet arbuste. Ils sont en train de se déplacer par là. Chaque animal est équipé d'un petit émetteur qui permet de le repérer. Avec les lions, les éléphants, les buffles et les léopards, les rhinocéros font partie des Big Five, les 5 animaux les plus recherchés par les touristes. Les rhinos sont là-bas. Vous les voyez? L'ONG et les autorités rwandaises sont tellement fiers de cette réintroduction qu'elles prévoient de faire venir 70 rhinocéros supplémentaires. Nous déployons énormément d'efforts pour protéger l'environnement. Pas seulement l'habitat des rhinocéros, mais l'ensemble du parc, pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de piège et qu'aucun braconnier ne puisse venir poser un piège. À ces patrouilles de gardes armés s'ajoute une barrière électrifiée de 120 km de long. Depuis sa reprise en main par African Parks, la Kagera s'est transformée en une immense forteresse. Bonjour Peter.
Un des postes de garde a besoin d'une livraison de bois. Ce dispositif est complété par des caméras à détection de mouvement qui enregistrent les déplacements des animaux, mais aussi ceux des humains. En accord avec la justice rwandaise, African Parks mène une politique de tolérance zéro envers les intrus. Cette photo a été prise hier. C'est une femelle avec son petit. Et nous avons reçu ça aussi. C'est un intrus. Il était 5 heures du matin. D'habitude, ce que nous faisons, c'est que nous conservons ce type d'image. Comme ça, si jamais il se fait arrêter, cette photo pourra servir de preuve. Si vous pénétrez dans le parc et que vous n'êtes ni un touriste, ni un employé, alors vous êtes un braconnier. C'est marqué, et il y a une barrière. Si je passe cette barrière, je suis en train de commettre un crime. Au Rwanda, les braconniers arrêtés sont régulièrement condamnés à de lourdes peines, jusqu'à 7 ans de prison. Les pièges et les armes sont gardés comme des trophées, dans ce qui ressemble à un musée du braconnage. Après avoir travaillé dans différents parcs, Ladislas Ndahiriwe a rejoint la Kagera en 2013. Vous avez les lances, vous avez des belles lances là. Pour l'actuel directeur, cette année-là marque l'inauguration de la barrière et le début d'une guerre sans merci contre la chasse et la pêche. Sur 10 ans, c'est tout ce qu'on a. On a sorti du parc, vous avez les collets métalliques, les motos, les vélos, les pirogues, tout ça c'est ramassé. Et maintenant, je pense que le parc est vraiment, en termes de braconnage, on a très peu de braconnage pour le moment. Ouais. Cette approche très musclée de la protection de la nature convient parfaitement à l'autoritarisme du président rwandais, Paul Kagame, au pouvoir depuis 1994. Le gouvernement rwandais et African Parks ont signé un partenariat pour une durée de 20 ans. L'ONG se voyant confier la gestion du parc comme une entreprise privée. Avec 345 employés pour 56 000 visiteurs l'an dernier, le directeur espère être bientôt à l'équilibre. On s'assoit tous ensemble pour voir comment on atteint cet objectif et ça, tout passe à travers l'argent. Donc il faut vraiment bien faire nos calculs pour qu'on puisse arriver à un objectif en fin d'année. Et le but, c'est d'être complètement sustainable, autonome, devenir autonome. C'est un modèle unique, je pense. Moi, j'ai fait la conservation, comme je vous ai dit, ça fait maintenant presque 30 ans. C'est le seul endroit où j'ai vu que ça fonctionnait. Les autorités sont tellement satisfaites de cette collaboration que l'ONG a obtenu la gestion d'un deuxième site dans l'ouest du pays. Le parc national de Nyungwe. Cette forêt équatoriale abrite plusieurs espèces de singes, comme les colobes ou les chimpanzés, menacés par le braconnage, mais aussi les mines illégales. African Parks applique ici les mêmes recettes qu'à la Kagera. Entrée payante, attractions touristiques et bien sûr, des patrouilles de gardes armés. Impossible de clôturer cette forêt, mais ici aussi, la présence d'humains est interdite. Pour faire appliquer la loi, African Parks s'appuie sur ces hommes. Pour la plupart, d'anciens chasseurs de petits gibiers, qui rejouent aux braconniers pendant les entraînements. Allez, mets le piège ici. Dépêche-toi avant que les rangers arrivent. Arrêtez-vous, ne bougez plus. Attrapez-les et tenez-les bien. Allô, chef? Nous avons arrêté 2 braconniers. Ils ont des pièges sur eux. Ces repentis touchent désormais 37 € par mois. Un petit salaire. Mais dans cette zone reculée du Rwanda, il n'y a pas d'autre travail. Les arrestations arrivent très souvent.
La dernière fois, c'était le 28 du mois dernier. Moi, quand je me suis fait arrêter, j'ai été condamné. Et quand ils m'ont condamné, j'ai promis que je ne reviendrai jamais dans le parc. J'ai pris 6 mois de prison et je les ai faits. 7 mois après ma libération, les éco-gardes ont lancé une campagne de recrutement. J'ai postulé et ils m'ont pris. Dans ces villages enclavés, la forêt sert aussi bien à se chauffer qu'à se nourrir. Le gibier constitue souvent la seule source de protéines. Pour compenser ses besoins, African Parks soutient une trentaine de fermes coopératives. Comme cette porcherie, ouverte quelques mois plus tôt. Ou encore cette champignonnière, un des projets les plus rentables. On va démarrer de ce côté-ci. Ce champignon-ci, il est assez gros pour être cueilli. Les champignons, ça se vend bien. Il y a un marché et des clients. Et puis, vous savez, ça pousse très vite. La récolte est rapide. Presque chaque semaine, on peut récolter des champignons. Ce qui fait qu'on a une entrée d'argent quasi quotidienne. Le Rwanda a la plus forte densité de population d'Afrique. Et l'accès à la terre est une question sensible. Le dernier jour de tournage, nous nous rendons dans un de ces villages. Les foyers ont de l'électricité grâce à l'argent des touristes. Mais très vite, nous rencontrons des paysans qui se plaignent. Les autorités rwandaises vont instaurer une zone tampon de 100 mètres autour du parc, ici, sur des champs cultivés par les villageois. Regardez là-bas, on aperçoit des animaux à côté de la barrière. 1200 hectares destinés à accueillir des acacias. Selon la direction de la Kagera, pour éviter les conflits entre humains et animaux. Des ouvriers ont déjà commencé à creuser les trous pour accueillir les arbres. Pourquoi d'autres peuvent cultiver et pas nous? Ce champ donnait du bon manioc et en bonne quantité. Mais ils veulent venir et creuser. Ils m'ont demandé de tout vider. Le problème, c'est que les autorités locales ne sont pas venues nous informer. On a juste vu les machines et ils nous ont dit d'arrêter de planter. Mais personne ne nous a dit si on recevrait d'autres terres ou s'ils nous compenseraient financièrement. On ne sait rien. Alors que nous filmons depuis une quinzaine de minutes, notre tournage est interrompu par les ouvriers en charge de planter les acacias. Il y a des gens qui vont venir pour répondre à vos questions. S'il vous plaît, ne bougez pas avant leur arrivée. Le responsable de la communication de la Kagera a été alerté. Il appelle notre chauffeur pour nous demander de quitter les lieux. Il dit que c'est interdit pour causer avec les habitants sans permission. African Parks craint la mauvaise publicité qui pourrait lui coûter des subventions. Avec plus de 120 millions d'euros de budget annuel, l'ONG gère 23 parcs sur le continent. À Paris, nous retrouvons un journaliste d'investigation hollandais. Après plus de 3 ans d'enquête sur African Parks, Olivier Van Biemen a été menacé de poursuites judiciaires afin de bloquer la publication de son livre. Son ouvrage dénonce en particulier les liens entre la défense de l'environnement et l'aristocratie européenne. Chez son éditeur, il découvre pour la première fois la traduction française.
Salut Olivier. Salut Thomas, comment ça va? Ça va bien. Plaisir de te revoir. Ben oui. Regarde, le bébé est arrivé. Ah, waouh. J'aime bien cette image. Subtilement, on voit le prince Harry de dos qui a un éléphant qu'il tire par la corde. Et ça montre, à mon avis, un peu le côté maladroit de toute cette entreprise African Parks. Donc tu as les deux, ok. Oui. Comme indiqué sur leur site, le prince Harry fait partie du conseil d'administration d'African Parks, après en avoir été président d'honneur pendant 6 ans. Le journaliste s'est aussi intéressé au cofondateur de l'organisation, Paul Ventener van Vlissingen, décédé en 2006. Ce milliardaire hollandais, passionné de chasse, avait fait fortune dans le pétrole et la grande distribution. Voici son château aux Pays-Bas, d'où était dirigé African Parks. Imaginez, plusieurs témoins me l'ont raconté. Paul van Vlissingen en train d'examiner des cartes d'Afrique, cherchant où poursuivre son expansion. C'était vraiment comme au temps des colonies. Il a un passé de chasseur. Beaucoup de protecteurs de la nature ont un passé de chasseur. Quand ils ont commencé à s'intéresser à l'environnement en Afrique, c'était par peur qu'il n'y ait plus assez d'animaux à chasser. Il y a aussi un prince hollandais, ils étaient amis, le prince Bernhards, qui est devenu l'un des fondateurs du WWF. C'était aussi un grand chasseur. Lui, il chassait les éléphants. Historiquement, les chasseurs européens sont les principaux coupables de la disparition des grands mammifères africains. Les premières zones protégées ont souvent été des réserves de chasse, dont les populations locales devaient être exclues. Cette philosophie perdure jusqu'à aujourd'hui, un peu partout sur le continent. Nous sommes allés au Congo-Brazzaville, cette fois-ci pas dans les parcs, mais en bordure. Dans le nord du pays, il n'existe qu'une seule route asphaltée, surtout empruntée par les camions de bois destinés à l'exportation. Nous sommes accompagnés de Rufin Mekosi, un activiste Baka qui travaille avec Survival International. Cette ONG documente depuis une dizaine d'années les violations des droits des Baka, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivait au cœur de la forêt. Forcés de fuir les exploitations forestières et les aires protégées, les Baka se retrouvent au bord de la route. Ici, African Parks, comme le WWF, sont accusés d'employer les mêmes méthodes, basées sur l'emploi de la force. Nous avons rendez-vous avec un homme qui dit s'être fait torturer en forêt. Il y a 5 ans, ce père de famille explique avoir été surpris par des gardes en train de récolter du miel de forêt, une source de sucre des enfants Baka. J'ai grimpé dans l'arbre et quand j'étais en haut, j'ai vu les éco-gardes en tenue militaire, en bas avec ma famille. Ils m'ont arrêté et ils m'ont maltraité en disant que j'avais fait quelque chose d'interdit, du braconnage. Après, ils m'ont couché par terre et ils m'ont chicoté. Ils m'ont enlevé mes habits avant d'allumer la bougie et la verser sur mon dos. La bougie a coulé sur mon dos alors que je n'avais rien fait. Je n'avais rien pris d'autre que le miel, je n'avais rien à avouer, mais ils ne m'ont pas cru. La peau m'a belle. Voilà, les cicatrices, c'est quoi beau? La cicatrice, telle qu'ici. Voilà, ça a été une grosse plaie. La même chose ici, au niveau des épaules. Et ça sûrement c'est la ceinture, la ceinturon. Maintenant, je ne peux plus aller en forêt. J'ai peur de ce qu'on pourrait me faire. Je n'ai même plus l'idée, parce qu'on m'a fait du mal et j'ai encore peur d'entrer dans la forêt. Depuis, cet ancien nomade explique s'être sédentarisé et survivre de l'agriculture. Tout au long de la route, les Baka répètent les mêmes histoires.
arrestations arbitraires et déplacements forcés de la part des éco-gardes ou des forces de police. Ils arrivaient et ils disaient que nos maisons étaient sales et éparpillées. Ils ont tout brûlé pour que nous, les autochtones, on soit tous regroupés dans des villages avec des nouvelles maisons. Ces témoignages d'expulsion forcée sont confirmés par cet éco-garde du WWF. Pour ce jeune Baka qui préfère rester anonyme, ces violences se doublent de préjugés ethniques. Il accuse en particulier des gardes plus âgés que lui, des Bantous, l'ethnie dominante. Ils torturaient des gens, ils tapaient, ils brûlaient même les compléments de truie. Leur culture était quoi? Leur culture était seulement de torturer, de menacer. Leur culture était, si tu te trouves avec de l'argent, ils prennent ça. Quand je pensais que vraiment, quand ils torturaient des Bakas, ce n'était pas bien. Un être humain, comment vous puissiez le torturer? Ça me choquait au cœur. Le jeune homme affirme que ses gardes ont été renvoyés. Ces violations des droits de l'homme avaient poussé l'Union européenne en 2019 à suspendre ses financements au projet du WWF dans la région. Aujourd'hui, les violences ont diminué, mais la forêt reste interdite aux Bakas. Les autorités ont mis en place des permis de chasse pour le petit gibier. Mais comme ils sont payants, ce sont les Bantous, plus riches, qui ont les moyens de les acheter. Comme ces chasseurs que nous apercevons en moto et à qui nous faisons signe de s'arrêter. Pour eux, nous sommes de potentiels acheteurs et ces hommes n'ont aucun problème à nous montrer leur prise du matin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le singe. Et même le singe, c'est autorisé? Oui, ça c'est autorisé. Ok. Et vous faites ça beaucoup, la chasse? Mais il n'y a pas de boulot. Non, en fait, on vit qu'à base de ça. C'est ce qu'on appelle ici de la viande de brousse. Ces chasseurs bantous la vendent sur les marchés des petites villes autour des parcs. Bien que cette viande soit moins chère que le porc ou le poulet, elle reste inaccessible pour les Bakas. La viande ortilobe rouge. Elle est grande? Oui. Sans revenus et considérés dans les villages comme des citoyens de seconde zone, les Bakas voient leur tradition se perdre. Tout cela, ce sont mes enfants. Tous les enfants là. À bientôt 60 ans, Dot Bekou Armal se désole de voir les plus jeunes incapables de reconnaître les animaux, les fruits ou les plantes médicinales, faute d'accompagner leurs parents en forêt. Tu vas attendre au moins la pierre, tu vois. Lorsque moi, il va au moins tuer au moins la viande, tu vois. Bon, si on vous n'amène pas en forêt, qu'est-ce que vous allez connaître? Pourquoi vous voulez aller en forêt? Pour manger des ignames. Ou pour cueillir des noix. Si on est encore en vie, maintenant on nous libère la forêt, ça ne peut pas se perdre. Parce que les enfants là, on va les initier. On va les dire, regarde ça, ça soigne ça. Regarde ça, ça fait ceci. Regarde ça, ça fait cela. Bon, si la forêt est bloquée, il va connaître ça comment? On peut parler par la bouche, mais il faut qu'il voit des choses. Il fait l'expérience. Comme chez vous en France, ça c'est notre ville. Parce que c'est là. Nous vivons en base de la forêt. Il va moins s'amuser, il va sourire. À travers tout le continent, les mêmes tragédies se répètent. Les populations les plus vulnérables, celles dont l'empreinte carbone est la plus faible, doivent abandonner leur mode de vie. Mordecai Ogada est kényan.
ce professeur d'écologie a enseigné aux États-Unis et dénonce les préjugés des Occidentaux qui perçoivent toujours les autochtones comme une menace pour la nature. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis et collègues américains, je ne veux pas recevoir de conseils environnementaux de leur part, parce qu'ils ont exterminé les bisons et les pigeons sauvages. Nous avons encore les éléphants. Il n'y a pas d'espèce animale africaine qui soit plus importante que les peuples africains. Nous devons garder à l'esprit ce principe, et nous devons reconnaître le rôle des peuples africains dans la protection de la faune sauvage. Donc nous devons apprendre des communautés locales et leur apporter de la valeur, améliorer ce qu'ils font partout où on peut. Mais on ne peut pas prendre leurs terres et prétendre leur enseigner à sauvegarder la nature. C'est pourtant ce qui se passe dans le nord du Kenya. Ici, les tribus d'éleveurs Maasai, Samburu ou Borana ont toujours fait paître leurs troupeaux à proximité d'animaux sauvages. Mais depuis une dizaine d'années, une ONG appelée NRT, dont l'acronyme signifie Fondation pour les pâturages du Nord, s'est lancée dans la commercialisation de crédits carbone. L'ONG a vendu à Netflix ou British Airways des droits à polluer au nom de la lutte contre la désertification que provoquerait le bétail. Dans cette réserve pilote, c'est désormais le représentant de NRT qui détermine les mouvements des troupeaux. Nous sommes à la fin de la saison sèche. Normalement, il aurait déjà dû pleuvoir. Et on devrait déjà voir l'herbe en train de pousser. Voilà, ici, la terre est complètement nue. C'est un sol dur. Vous voyez, c'est déjà en train de se transformer en une croûte dure, où plus rien ne peut pousser. Le travail d'Alex Lekalaile est de préserver des espaces d'herbe qui se régénèrent aux premières pluies et permettent de capter le carbone présent dans l'air. Celle-ci, elle est très tendre. On l'appelle l'ananas. Et cette autre herbe s'appelle l'onoro. Je pense qu'un zèbre est venu la brouter. Ce sont les deux espèces dont le bétail raffole. La plus souple et celle-ci. Tous les 2 mois, les troupeaux de ces bergers Samburu sont déplacés vers des prairies laissées en jachère. Bonjour les anciens, comment ça va? Derrière ce modèle, en apparence vertueux, se cachent les mêmes luttes pour le contrôle des terres. Sur le papier, NRT ne possède rien. Mais ces chefs de communauté lui ont confié la gestion de leurs troupeaux et de leur territoire. En échange, l'ONG fournit par exemple l'eau et les médicaments pour le bétail, avec les fonds des crédits carbone. Un mécanisme abstrait pour ces éleveurs, d'autant plus que dans leur langue, le mot carbone et le mot vent se ressemblent. Qu'est-ce que vous savez du carbone? Eh bien, on sait qu'il y a un vent qui vient du sol, mais je ne connais pas bien la différence entre le vent normal et ce vent du sol. Je ne sais pas bien ce que c'est, mais on voit l'argent. Je ne sais pas d'où vient ce vent, et nous ne savons pas à qui il est vendu. Pour nous, c'est juste de l'air qui bouge. Au début, on n'y croyait pas. Parce que comment imaginer qu'on peut vendre du vent? Ainsi, en monétisant un procédé ancestral sur des marchés financiers, NRT dit avoir empoché 23 millions d'euros avec la première vente de crédit carbone en 2022. Une fois les frais de fonctionnement retirés, cette réserve s'est vue octroyer un budget représentant moins de 1% de cette vente. Une partie a financé le fonctionnement de ce lycée. Ici, les élèves ont reçu une bourse de 175 €, de quoi couvrir la moitié des frais de scolarité annuels.
Combien d'entre vous sont boursiers grâce au crédit carbone? NRT affirme ne pas faire de profit. Et pourtant, cette nébuleuse de 43 réserves contrôle près de 10% du territoire kényan et vend aussi bien des sacs à main que des safaris de luxe. Pour rencontrer la direction de NRT, nous profitons du festival annuel de culture pastorale. Cet événement est tellement important que le président kényan a fait le déplacement. Vêtu de l'habit traditionnel des bergers nomades, William Ruto se fend même de quelques pas de danse. Ici, l'environnement et le tourisme animalier sont devenus d'énormes marchés. Chaque réserve défend son espèce de prédilection. Et NRT s'affiche parmi les plus gros stands du festival. Son conseil d'administration rassemble l'élite kenyane. Scientifiques, politiciens et hommes d'affaires qui se targuent de faire déjà partie des plus gros vendeurs de crédit carbone de la planète. NRT travaille avec les réserves et nous faisons revivre les méthodes traditionnelles de gestion des pâturages, mais en les combinant avec des pratiques scientifiques éprouvées. Les membres des communautés participent au processus. Nous faisons repousser l'herbe, faisons reculer des zones arides. Nous ramenons à la vie ce dont les bergers ont besoin, ce qu'il leur faut pour gagner leur vie correctement. Sur le papier, NRT semble être une formidable réussite. Et pourtant, des voix de plus en plus nombreuses contestent leur méthode. Au bout d'une piste, à 10 heures de route de Nairobi, un vent de révolte s'est levé. Ramène le veau, dépêche-toi. Ces éleveurs Borana accusent NRT de les avoir privés de leur droit de pâturage pour créer 2 nouvelles réserves en 2021. Hussein Jatani Ali affirme que l'ONG a monté les tribus les unes contre les autres pour parvenir à ses fins. C'est l'endroit où nos ancêtres sont nés. Et on y circulait librement. À l'époque de mon père, il n'y avait pas de problème. Les gens de la réserve nous ont privés de nos terres en favorisant d'autres tribus. Ce qui a provoqué des conflits. Ces tribus nous ont volé du bétail. On a pris peur et on est venu de ce côté. Mais ici, il y a trop de bêtes et pas assez d'espace, ni assez d'herbe. C'est pour ça qu'on a porté plainte. On attend les résultats. Il y a 3 ans, Hussein et 164 autres représentants de cette communauté musulmane ont attaqué NRT en justice. Avec l'aide d'avocats de la capitale, ces plaignants réclament le démantèlement des réserves et le retrait des éco-gardes. Nous, on ne veut plus d'eux. Parce que depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont apporté que des malheurs à notre communauté, les Borana. Si ces gens pouvaient juste s'en aller et nous laisser tranquilles, là, je serais heureuse. Traditionnellement, les tribus semi-nomades du Kenya ne possèdent pas les terres de manière individuelle, mais collective. Voici la liste des terres qu'ils voudraient garder. Ce serait mieux de se les partager entre nous. Afin de créer ces réserves, NRT aurait dû obtenir la signature de tous les chefs de clan. Mais selon eux, l'ONG a utilisé des prête-noms qui ont usurpé leur titre. Il y a tellement de noms qu'on s'y perd. Ceux qui ont signé ont été achetés. On leur a donné un peu d'argent pour qu'ils acceptent de signer les papiers.
On a peur des pressions. Ils ont déjà utilisé la police à notre encontre. Ils se servent aussi de l'administration, au niveau régional et au niveau local. Ils ont accès aux chefs. Ils utilisent leurs contacts dans toutes les administrations. Alors que nous, le peuple, on a de la peine à faire entendre nos droits. L'une de ces réserves s'appelle Cherab. Lors de sa création, le recrutement de gardes ainsi que l'achat de véhicules ont été financés en partie par l'Agence française de développement. À Nairobi, la directrice et sa collègue kenyane nous ont reçus pour défendre leur choix. La France et l'Union européenne ont fait des crédits carbone leur priorité pour atteindre leurs objectifs environnementaux. C'est important que le tribunal et la procédure judiciaire respectent les lois kenyanes. À l'Agence française de développement, nous veillons à ce que la participation des communautés locales soit bien respectée et que leurs demandes soient traitées par NRT. Donc pour l'instant, vous êtes satisfaite de la manière dont NRT gère ce problème? Oui, NRT a conduit de nombreuses réunions avec les communautés locales avant le début du projet, même si cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de défis. Quelques semaines après cette interview, la justice kenyane a rendu son verdict. Les deux réserves, dont celle de Cherab, sont déclarées illégales et toutes les installations doivent être démantelées. Bien que NRT ait fait appel de la décision, pour les bergers nomades, c'est une première victoire qui pourrait faire jurisprudence au Kenya. À l'échelle du continent, c'est l'espoir que la protection de l'environnement puisse se conjuguer avec le respect des droits humains.